Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement donc 42 AI. 42 AI, c'est l'association d'IA de 42 et vous pouvez nous retrouver, sur nos différents réseaux sociaux. Donc on a une chaîne YouTube où il y aura un replay de cette, conférence et également sur Facebook ou LinkedIn. Donc aujourd'hui, on vous propose une conférence qui va être faite en partenariat avec Carnot et avec 42 Green et qui va porter sur notamment les impacts, environnementaux liés à l'IA et comment réduire ces impacts environnementaux. Sans plus attendre, je laisse la parole à Guillaume Lescure qui fait donc partie de Carnot. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de cette invitation. On est ravis d'avoir l'opportunité de venir vous parler aujourd'hui. Deux Guillaume pour le prix d'un aujourd'hui chez Carnot. Je suis avec Guillaume Névier, du coup, je suis ancien étudiant à 42. Je suis de la promo, je suis arrivé en 2016 et j'étais très présent à l'école jusqu'en 2020 et jusqu'en 2018 et maintenant je travaille à Carnot, donc une entreprise qui fait des radiateurs pour changer le monde, mais Guillaume Lescure va mieux vous en parler que moi. Voilà, alors l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est un peu de vous parler de Carnot, mais c'est aussi et surtout de vous donner quelques éléments de perspective sur la réalité de l'impact environnemental de l'informatique au sens large, et puis on fera un petit focus sur l'IA en particulier, pour voilà, remettre un petit peu en perspective ce que ça veut dire, cette économie qu'on pense être dématérialisée, et en fait elle est assez matérielle. Donc l'objectif pour nous, on va se donner une demi-heure si ça vous va, une petite demi-heure. On va un peu vous raconter ça et vous parler un peu de Carnot pour vous montrer ce que voilà, comment nous à notre niveau on essaye de contribuer. Je sais pas, je pense qu'en termes de questions, peut-être le plus efficace, c'est que vous les notiez, peut-être vous les tapiez dans l'IM window, dans la fenêtre de chat. Comme ça, elles sont listées et puis on pourra y répondre en fin de présentation si ça vous va. Très bien, j'ai l'impression que ça va à tout le monde. Alors, attaquons. Je vais vous partager mon écran. Je veux bien que quelqu'un me confirme lorsque vous le voyez. C'est bon, me dit-on. Magnifique. Super. Bah, écoutez, c'est parti. Donc, c'est pas parce que c'est digital que c'est forcément vert. Donc, on parle tout le temps d'économie dématérialisée. On dématérialise le courrier avec les emails, on dématérialise les meetings avec les différents outils de visioconférence. Donc, on se dit, bah oui, effectivement, l'intuition qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, quand je fais un Zoom ou quand je fais un Google Meet, c'est un déplacement que je ne fais pas, c'est des bureaux dans lesquels je ne vais pas, et donc on est assez à l'aise avec l'idée de se dire que grâce à l'IT, grâce au numérique, des services qui avant étaient assez concrets, maintenant sont dématérialisés. En fait, quand on rentre un petit peu en détail, il y a beaucoup de choses derrière la notion de digital, d'économie numérique. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est une industrie et qu'elle est totalement matérielle. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête. Alors, quelques illustrations rapides. En haut à gauche, c'est un navire câblier donc qui pose les câbles de réseau Internet entre les différents continents. En haut à droite, c'est un data center de Microsoft. En haut à gauche, un data center de Amazon. Et puis, il faut pas l'oublier, c'est pas tout d'avoir du réseau et des data centers, il faut aussi avoir de quoi produire tous les devices qu'on utilise. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est une usine d'aluminium qui est située près de Dunkerque. Et elle n'est pas située près de Dunkerque pour rien, c'est parce que il y a également la plus grande centrale nucléaire française près de Dunkerque, qui s'appelle Gravelines. Et les usines d'aluminium, ça consomme tellement d'énergie que généralement on les met vraiment à côté des centres de production électrique. Donc, pour faire fonctionner l'économie numérique telle qu'on l'entend, il y a derrière nos écrans, derrière nos téléphones portables, il y a toute une industrie qui se met en branle et elle est complètement matérielle. Donc la dématérialisation de l'économie, ça c'est complètement une vue de l'esprit et il faut vraiment bien avoir en tête que le digital, c'est quelque chose qui est éminemment matériel. Et donc, comme toute industrie, finalement, bah, le digital, le numérique, ça a un impact. Donc, on estime que c'est à peu près 1600 millions de tonnes de CO2 par an.
qui sont émis par l'industrie, et j'irai un petit peu plus tard dans le détail des différents postes. Donc c'est plus que ça fait 3% de l'empreinte carbone du monde, donc c'est plus que l'empreinte carbone de l'aviation. On parle beaucoup de l'aviation, et évidemment, moins prendre l'avion tous autant qu'on est peut avoir un impact, mais il ne faut pas oublier que le numérique, aujourd'hui, a plus d'impact que le monde de l'aviation civile dans son ensemble en termes d'empreinte carbone. On parle beaucoup d'empreinte carbone, mais il ne faut pas non plus oublier que lorsque on installe des data centers, c'est de l'espace, du foncier qu'on s'accapare et on ne peut pas faire autre chose, par exemple de l'agriculture. On va consommer beaucoup d'eau, notamment pour refroidir les data centers. Et puis nos devices, nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos télévisions, tout ça embarque un nombre impressionnant de matériaux, et en particulier de matériaux rares, de terres rares. Donc le numérique a également un impact sur ces aspects-là. Alors vous allez me dire, 3% de l'empreinte carbone du monde, il y a d'autres postes qui sont certainement plus gros et donc certainement plus prioritaires, et c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, l'industrie du ciment représente 10% de l'empreinte carbone du monde. Donc on pourrait se dire, c'est peut-être là la priorité. Alors oui, mais ce qui est un truc qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est que les tendances en termes de croissance de l'industrie numérique sont super importantes, donc à peu près 9% de croissance annuelle. Et ce qui fait qu'à horizon 2025, puis même 2030, donc dans pas si longtemps que ça, on sera certainement non plus à 3, mais à 5, 6 ou 7% de l'empreinte carbone du monde. Donc ça nous incite d'autant plus à nous poser la question de l'impact environnemental de cette industrie. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de finalement c'est quoi qui fait que l'industrie du numérique a un impact, il y a un premier distinguo qu'il faut bien avoir en tête, c'est sur la partie gauche, ce qui coûte beaucoup de CO2, c'est de produire tous les devices que nous utilisons, que ce soit des ordinateurs, des smartphones, des télévisions, et puis tout le reste. Alors, il y a production et fin de vie, un recyclage, donc c'est toute la partie que vous voyez sur la gauche de ce graphique qui est en gris. Et puis après, il y a l'utilisation qu'on en fait de ces devices. Et ça également, ça a un impact carbone qui est assez lourd. Donc, vous voyez, c'est assez équilibré entre production, fin de vie d'un côté et utilisation de l'autre. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de c'est quoi les principaux postes en termes d'utilisation qui ont de l'impact, de façon assez équilibrée, il y a l'utilisation de notre téléphone, de notre ordinateur a besoin d'électricité, a besoin d'énergie, et donc ça coûte 20% de l'empreinte carbone. On utilise des services qui sont hostés dans des data centers, ça coûte à peu près 20% également. Et pour connecter nos terminaux avec des data centers, il y a tout un réseau Internet, et ça consomme beaucoup d'énergie, à peu près 16%. Voilà pour fixer un peu les ordres de grandeur et les principaux postes de ce que c'est l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui. Si on rentre dans le cas un petit peu plus particulier de l'intelligence artificielle, donc qui est un domaine parmi d'autres, mais qui vous intéresse en particulier, et puis qui est au cœur des sujets que veut évangéliser l'association 42 AI, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que si on regarde l'intelligence artificielle sous le prisme de sa consommation énergétique, c'est absolument énorme la consommation énergétique des solutions d'intelligence artificielle. Donc vous avez tous entendu parler de AlphaGo, un algo de DeepMind de Google. Donc derrière AlphaGo, il y a quasiment 2000 CPU et 300 GPU. Et donc pour faire tourner tout ça, il faut 1 mégawatt électrique pour le faire fonctionner. Alors certes, AlphaGo a gagné contre Lee Sedol, qui est un champion de Go sud-coréen, mais au prix d'une consommation énergétique absolument énorme par rapport à celle de Lee Sedol, donc 50 000 fois plus d'énergie pour finalement gagner contre ce joueur. Alors 1 mégawatt aussi, pour remettre quelques ordres de grandeur en tête, c'est plus de 100 Renault Zoé. Si vous prenez la puissance installée dans le moteur d'une Renault Zoé, vous la multipliez par 100 et vous n'avez pas encore 1 mégawatt de puissance. Donc c'est pour vous dire, pour un algorithme qui finalement ne fait que jouer au Go, alors certes de façon brillante et en battant les meilleurs, la consommation énergétique associée est absolument énorme. Si on regarde des cas un petit peu plus de la vie courante, et peut-être que vous connaîtrez,
Alors, à l'initiative de Guillaume, on a pris 2 exemples qui vous parleront peut-être, qui va peut-être vous décrire, et sur lesquels ensuite je vous expliquerai un petit peu comment on a essayé d'évaluer l'impact énergétique. Alors, le premier, c'est j'ai pris un training d'ImageNet, donc par ResNet 50 sur une NVIDIA classique, une petite machine. Donc, c'est un usage que vous pourriez essayer, que vous pourriez essayer de faire. Ça donne un petit peu un ordre d'idée de ce que c'est possible, de ce qui est possible et de ce que ça donne en consommation de CO2. Le deuxième, ça a été fait à partir d'une expérience personnelle. Donc, on a créé un encodeur-décodeur, donc un créateur de deepfake, et on a regardé un petit peu combien de temps ça prenait pour l'entraîner, combien d'énergie ça prenait, et quel coût est-ce que ça avait. Donc, l'entraînement de ResNet, ça prend 14 jours sur une petite carte graphique. Ça prend aujourd'hui quelques minutes sur les très très grosses installations GPU et ça prend quelques heures sur une très grosse carte graphique. Pour l'encodeur-décodeur, ça prend donc le plus gros test qu'on a fait, ça prenait 72 heures pour faire un entraînement complet sur 3 RTX 2080 Ti et un AMD 2990. Donc, pour donner un ordre d'idée, l'entraînement dure 72 heures. Après l'utilisation, effectivement, c'est beaucoup plus court. Pour une minute de vidéo, ça fait à peu près 17 minutes de compute. Dans les 17 minutes, il y a 15 minutes de traitement de données. Donc, qui vont être l'extraction de l'image, donc le traitement de l'image et le stockage de l'image sur disque, et 2 minutes de passage dans le réseau de neurones. Donc voilà, je te laisse pour les chiffres de CO2. Voilà, et donc sur ces 2 cas d'usage que vous pouvez être amené par vous-même à faire, on a estimé, donc en fonction de la consommation des machines, l'impact énergétique. Donc, réentraîner ImageNet from scratch, on estime que c'est 135 kWh d'énergie. Voilà, donc on reprend le taux de carbone dans l'électricité. Alors en France, grâce notamment au nucléaire et puis aux renouvelables de plus en plus présents, l'électricité est peu carbonée. Si on prend une moyenne européenne, ça fait quand même 40 kg de CO2 équivalent. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas énorme. Ça représente quand même 2%, ces 40 kg, 2% des 2 tonnes d'empreinte carbone que, en tant qu'individu, on doit tous viser pour, selon les recommandations du GIEC, rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique d'ici 2050. Ça veut dire que voilà, vous faites cet entraînement, vous avez croqué 2% de votre crédit si votre objectif est de rester sous 2 tonnes. Donc c'est absolument non négligeable. Les ordres de grandeur sont assez similaires pour le deepfake. On aboutit à une vingtaine de kilos de CO2 équivalent, et donc à peu près 1% de l'objectif que chacun d'entre nous devrait se fixer, d'émettre au maximum 2 tonnes par an. Dernière précision, là on parle que de l'utilisation. Je vous ai présenté tout à l'heure les différents postes de génération d'empreinte carbone de l'IT. Il y avait une cinquantaine de pourcents qui étaient liés à la fabrication et à la fin de vie des devices. Je vous en parle pas du tout ici. Là, la seule chose dont on vous parle, c'est la consommation d'énergie des devices, selon qu'ils soient situés dans un data center ou on-prem. Et le simple usage de ces devices représente déjà entre 1 et 2% de l'empreinte carbone cible qu'on devrait tous atteindre individuellement. Donc, ça va très, très vite, la consommation énergétique et donc l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. Alors, maintenant qu'on a posé un petit peu le contexte et les enjeux, est-ce qu'on a des solutions? Alors, oui, bien sûr. Et un truc qu'on peut quand même remarquer de façon générale, c'est que les acteurs on va dire l'industrie numérique, les acteurs du digital sont en pointe sur les sujets de lutte contre le réchauffement climatique et travaillent d'arrache-pied à trouver des solutions pour éviter que les services qu'ils rendent aient un impact environnemental fort. Donc, vous voyez 3 statements des 3 grands principaux cloud providers américains, Google sur la gauche, Microsoft au milieu, Amazon sur la droite. Et tous ces acteurs, comme vous pouvez le voir, ont des politiques extrêmement volontaristes sur ces sujets.
Ce que vous pouvez retenir, puisque c'est les drivers qui sont les leurs, mais qui peuvent être également les drivers qui peuvent être les vôtres à votre niveau pour éviter d'émettre trop de carbone et d'avoir un impact environnemental fort avec vos usages numériques, il y a 4 principales choses que vous pouvez retenir. Alors, utiliser de l'électricité low carbone. Donc ça, malheureusement, quand on est individuel, on prend l'électricité de son réseau, mais les entreprises, à leur niveau, elles, peuvent travailler pour utiliser l'électricité la plus décarbonée possible, améliorer la performance des puces. Donc là, Guillaume en a brièvement parlé. Si on veut entraîner le ImageNet avec des GPU dernière génération, ça prendra certainement pas 14 jours, mais probablement quelques heures. Et la consommation énergétique est pas ISO, mais en tout cas, on aura un chipset pendant beaucoup moins de temps, donc on aura une beaucoup plus grande efficacité énergétique. Le troisième aspect, c'est utiliser tous vos devices le plus longtemps possible. Comme on l'a vu, 50% de l'empreinte carbone de l'IT, ça vient de la fabrication et de la fin de vie des devices. Donc, une excellente façon d'améliorer, de diminuer l'empreinte carbone, c'est d'utiliser plus longtemps les devices plutôt qu'en changer très régulièrement. Et le dernier aspect, c'est la sobriété. Éviter de, alors si je prends un peu une perspective d'intelligence artificielle, éviter de réentraîner les modèles trop souvent, éviter de les modifier trop souvent, éviter d'utiliser des services de façon trop fréquente alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et ça, ce serait les 4 principaux drivers que vous retrouvez dans les politiques des grandes entreprises, en particulier des acteurs de l'IT, et que vous pouvez aussi appliquer à votre niveau. Maintenant qu'on a fait cette overview, on voulait vous dire quelques mots sur Carnot et vous expliquer d'où on vient et ce qu'on essaye de faire. Alors, dans le cas particulier des data centers qui représentent, si vous vous en souvenez, 20% de l'empreinte carbone de l'IT, donc c'est non négligeable sans être la majorité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une tendance où les data centers deviennent ce qu'on appelle hyperscale, donc de plus en plus grands et de plus en plus concentrés. Ça a comme effet d'optimiser ce qu'on appelle l'energy efficiency, donc la capacité pour chaque kilowattheure d'électricité injectée dans le data center de produire le plus possible. Donc, comment ils font ça? D'abord, ils font de la chip optimization, donc que je vous ai dit, ils améliorent sans cesse les CPU, les GPU pour éviter pour produire plus de services informatiques à ISO consommation d'énergie. Ils travaillent également sur tout ce qu'on appelle le free cooling, donc tout ce qui permet d'éviter de climatiser un data center. Donc là, je vous ai mis une illustration de Microsoft qui a immergé un container data center en mer d'Écosse. Et puis comme ça, c'est épargner le coût de la consommation de la climatisation. C'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de data centers qui sont installés aujourd'hui en Europe du Nord. Ça permet d'éviter de les climatiser. Il suffit simplement de faire circuler l'air qui vient de dehors, qui est frais, pour refroidir les machines. Donc on est dans cette tendance à hyperscale, efficacité maximale. Après, c'est surtout les tendances d'optimisation. Donc, pour les entreprises, c'est plus pour diminuer leurs coûts et diminuer le coût c'est pas forcément une tendance écologique, mais juste une tendance de diminution du coût d'électricité. Tout à fait. Et donc, l'indicateur assez classique pour voir comment aujourd'hui cette efficacité énergétique se traduit, c'est ce qu'on appelle le PUE, pour Power Usage Effectiveness. Vous prenez toute la consommation énergétique de votre data center et vous la divisez par la consommation seulement de votre IT. Donc, idéalement, un PUE devrait être de 1, c'est-à-dire que lorsque vous injectez de l'énergie dans votre data center, il ne sert que à faire tourner les serveurs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous injectez de l'énergie pour faire tourner les serveurs, mais également pour les refroidir, donc c'est la climatisation, et également pour tous les services, la redondance, la sécurité, etc. Le PUE aujourd'hui, c'est quand même intéressant. On voit que de 2,5 au début des années 2000, il est tombé à 1,5. Là, je crois que c'est en 2020, ouais. Donc, c'est pour vous montrer les efforts et l'impact de ces efforts de tous les acteurs du data center. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que, l'air de rien, un data center consomme des quantités d'énergie
extrêmement forte, et que s'il n'y a pas un système de réutilisation de la chaleur, 100% de cette électricité qui fait tourner les serveurs ensuite, elle devient de la chaleur et elle est perdue, elle est évacuée à l'extérieur. Et si on reprend pour fixer quelques ordres de grandeur, les data centers en France aujourd'hui, c'est 14 TWh d'électricité consommée par an. C'est à peu près 2,5% de la consommation électrique française. Et si on prend l'hypothèse forte, et évidemment, c'est pour fixer des ordres de grandeur, que 100% de cette chaleur était réutilisée, ça permettrait à 16 millions de Français de prendre une douche chaude tous les jours pendant un an. Donc ça vous montre un petit peu l'énergie et la chaleur qui est dissipée et donc perdue par l'industrie du data center aujourd'hui en France et qu'on pourrait récupérer. Et donc c'est justement l'idée de Carnot, c'est que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de produire un service de computing, mais on va le relocaliser depuis les data centers vers les endroits où cette chaleur, elle a de la valeur, c'est-à-dire dans les bâtiments où des gens vivent, où des gens habitent, où des gens travaillent. Et donc, on combine l'action de faire du calcul et de produire de la chaleur dans un même endroit. Donc, comment ça se traduit en termes d'infrastructure? C'est que nous, on n'a pas des data centers, on a des radiateurs ordinateurs, ce que vous voyez en bas à gauche, des chaudières radiateurs, ce que vous voyez en bas à droite, et puis au milieu, des racks de serveurs qu'on met notamment des entrepôts logistiques, avec un système de récupération de chaleur, ce que vous voyez au-dessus de ces racks. Et à chaque fois, l'idée, c'est nous, on produit un service informatique et en même temps, on récupère la chaleur pour qu'elle soit utile. Donc, comment ça se traduit de façon simple, le modèle Carnot? En haut, on a des clients qui viennent utiliser des services qu'on appelle HPC, donc du service de computing. On fait tourner un middleware qu'on appelle QWare qui va orienter les calculs vers des maisons, vers des entrepôts, vers des bureaux ou vers d'autres endroits où notre infrastructure est répartie. Et l'idée, c'est que ces calculs vont générer de la chaleur sur les radiateurs ordinateurs pour chauffer chez les gens, sur les racks de computing dans les entrepôts pour les chauffer, ou dans nos chaudières pour produire de l'eau chaude. Ça nous permet d'avoir une réduction de l'empreinte carbone du calcul assez massive. Donc là, c'est un exemple pour 10 chaudières qui sont installées sur un réseau de chaleur. En fait, ce qui se passe, c'est que on s'épargne toute la consommation liée au cooling, tel qu'on l'a vu dans les data centers au préalable, et on s'épargne également le fait de devoir chauffer l'entrepôt ou de devoir chauffer chez les gens ou de devoir produire de l'eau chaude chez des gens ou dans des bureaux. Et c'est ça qui nous permet de diminuer de façon significative l'empreinte carbone globale. C'est peut-être un petit peu plus clair ici. Sans récupération de chaleur, toujours avec notre exemple de 10 chaudières, il y aurait 320 MWh d'énergie consommée, dont 118 de chauffage. Et avec le système de récupération de chaleur et l'infrastructure Carnot, on s'épargne ces 118 MWh de chauffage, donc on diminue significativement la consommation énergétique. Si par ailleurs, sur ce que vous voyez sur le graphique de droite, historiquement, on avait une chaudière à gaz, donc qui met beaucoup de carbone, et on la remplace avec la chaleur de notre infrastructure qui, elle, est obtenue grâce à l'électricité bas carbone, on peut avoir un impact CO2 qui est encore plus fort que la baisse énergétique. Et donc, en l'occurrence, vous voyez qu'ici, sur ces 10 chaudières, on passe de 61 tonnes de CO2 à seulement 15. Voilà, au-delà de l'empreinte carbone, l'approche de Carnot, elle est également de dire qu'on ne construit pas de data center, on s'installe dans les bâtiments existants. Donc, ça nous permet de ne pas venir prendre de la place pour d'autres projets qui soient agricoles ou de construction. Et puis, nous avons une approche qui est complètement distribuée et non pas centralisée comme les data centers classiques, qui nous permet d'avoir beaucoup de résilience. Si on perd un radiateur, c'est pas très grave, on envoie le calcul sur un autre, il se passe pas grand-chose. Et tout ça a un coût, à une fraction du coût habituel, puisque on vend nos radiateurs, donc c'est pas nous qui exploitons, qui payons pour nos radiateurs, ce sont des clients qui nous les achètent. Là où les Google, les Amazon et Microsoft, eux, doivent payer pour les data centers, donc ça nous permet d'être compétitifs. Et Guillaume veut rajouter quelque chose. Je peux rajouter qu'on est une boîte française, du coup, c'est aussi du calcul souverain.
Donc, ça nous permet aussi de dire que en tant que Français, on a donc une puissance de calcul, on a cette expertise, cette connaissance, ce savoir. Et la plupart des endroits qu'on choisit pour les calculs sont des endroits qui sont donc qui vont aider des gens. On travaille beaucoup avec des HLM pour que les personnes puissent avoir, je sais plus si on l'a dit, mais on rembourse l'électricité qui est utilisée pour le chauffage, donc les personnes peuvent avoir du chauffage gratuit. Et c'est pareil, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont dans le social et dans l'aide aux gens. Et ça permet aussi de diminuer les coûts pour les personnes qui utilisent les radiateurs. Nous en avons fini et nous avons mis 25 minutes, donc c'est bien, on est dans les temps. Merci de votre attention et puis nous vous proposons de répondre à vos questions, si cela vous convient. Alors, quels sont vos plus gros obstacles dans la mise en place de vos actions? Si je comprends bien, je dirais que il y a deux choses. Il y a la mise en place enfin, le déploiement de Carnot, il se fait d'un côté dans notre capacité à déployer notre infrastructure, donc une activité plutôt d'installation de solutions de chaleur. Et là, les principaux obstacles, c'est qu'on est sur une industrie de la construction, de la rénovation de bâtiments qui est lente. Les rythmes de cette industrie ne s'avancent pas très vite. Et voilà, donc je dirais que le principal obstacle, c'est ça, hein, c'est qu'on doit faire avec le rythme de l'industrie. Et puis côté computing, quel serait le plus gros obstacle dans la mise à disposition de notre puissance de calcul? Il y a plusieurs obstacles. L'une, c'est qu'on est encore une petite entreprise, donc les gens ne connaissent pas, il faut qu'ils fassent la démarche de venir nous chercher et aussi de s'adapter à notre fonctionnement, même si c'est assez simple d'envoyer un calcul. Chez nous, ça fait quand même du dev en plus pour une personne qui était chez AWS ou chez Azure. Une autre, c'est en termes de sécurité, c'est toujours compliqué pour les entreprises de faire confiance à des nouveaux partenaires. Et je pense que c'est les trois plus grosses, donc le fait d'être connu, la sécurité et du coup le fait d'être une plateforme en plus, donc potentiellement qui a un peu plus de développement. Et on avance. Mais on avance et les gens sont plutôt contents déjà parce qu'on est assez simple à utiliser, plus simple que d'autres plateformes. Et d'un autre côté, vu qu'on a un impact écologique qui est plutôt positif par rapport aux autres plateformes, ça reste un argument qui est assez intéressant et qui séduit beaucoup de gens. Ça répond à ta première question, Clara. Merci. Est-ce que les grosses entreprises cherchent des solutions plus écologiques comme votre initiative ou est-il encore difficile d'aller dans ce sens? Donc, dans le secteur informatique, comme on vous l'a présenté, il y a des initiatives extrêmement fortes et des engagements extrêmement forts des acteurs de cette industrie pour diminuer l'impact environnemental au sens large et l'empreinte carbone en particulier. Donc ça, il faut que ça soit noté et partagé. C'est vrai que c'est une industrie qui prend ses responsabilités. Après, il y a toutes les autres entreprises de tous les autres secteurs et là, ça dépend. Il n'y a pas de règle générale. En tout cas, oui, nous, on commence à sentir de l'attraction auprès de certains gros clients. Alors, les gros clients chez Carnot sont des acteurs bancaires qui utilisent nos solutions pour faire du calcul de risque financier. Et on sent qu'elles sont de plus en plus friandes de nos solutions, pas que parce que nos solutions fonctionnent et parce qu'elles sont à un prix intéressant, mais aussi parce qu'elles ont un impact environnemental. Donc voilà, donc c'est pas gagné, hein. La réalité du marché, c'est que il faut avant tout produire une offre de service qui soit efficace, qui fasse le boulot et qui soit pas cher et qui soit facile à utiliser. Mais l'aspect environnemental prend de l'importance. Et comment se passent vos installations pour les particuliers? C'est une très bonne question. En fait, on ne travaille pas avec les particuliers sur la partie ce qu'on appelle building, donc aménagement d'immeubles ou d'entrepôts. On travaille avec ce qu'on appelle des bailleurs sociaux ou des promoteurs immobiliers
qui construisent un immeuble ou le rénovent et voilà, à cette occasion, nous disent bah, moi, je voudrais plutôt qu'installer une chaudière au gaz ou installer une autre solution de chauffage, je voudrais utiliser votre solution à vous. Et donc, nous, Carnot, on travaille exclusivement avec des acteurs B2B, voilà, promoteurs immobiliers ou bailleurs sociaux qui rénovent ou construisent des nouveaux bâtiments et qui dealent avec nous. Et on travaille pas encore, en tout cas, avec les particuliers. Les particuliers, on a un problème de taille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas installer juste 2 ou 3 radiateurs, mais on doit en installer au moins une vingtaine pour que ce soit efficace et intéressant. Et c'est assez compliqué d'installer une vingtaine de radiateurs à la maison d'une seule personne. Une très grande maison. Ouais, c'est des problématiques en fait IT, c'est qu'en termes de cluster, on préfère, même si on travaille au quotidien avec une architecture très très distribuée, c'est toujours plus facile de pouvoir regrouper à minima, voilà, quelques radiateurs ensemble et de les gérer ensemble. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on bosse pas avec les particuliers. Donc merci aux deux Guillaume d'avoir présenté cette conférence. Et merci à tous nos participants, ça a bien fonctionné. De notre côté, on se retrouve dans 2 jours, toujours avec Carnot, pour un tutoriel cette fois-ci sur la création et l'entraînement d'un classifieur chien-chat avec TensorFlow, avec la solution Carnot. Pas de souci, c'est moi qui ferai le classifieur, donc c'est moi qui ferai le tuto. Ah, super, super. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Savo. Donc, par rapport à la problématique de l'été, effectivement, les radiateurs ont plutôt vocation à ne pas être allumés l'été. Et donc, c'est un bon point. En fait, on ne peut pas accéder à la puissance de calcul qui est installée dans les radiateurs l'été. C'est une des limites du modèle du radiateur. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé la chaudière, puisque la chaudière nous permet d'avoir les serveurs qui sont dispo tout le temps, puisqu'il y a des besoins en eau chaude, y compris l'été. Puisqu'il est assez rare que, tout le monde prend des douches chaudes également l'été, et puis il y a toujours des besoins de chaleur l'été. Donc c'est une des façons pour nous de s'assurer de 100% de disponibilité de l'infrastructure et sans être dépendant de la saison. Pareil pour les serveurs qui sont installés en entrepôt. Tout à fait. Tout à fait. Avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous disons à bientôt. Redouane, tu voulais ajouter quelque chose? Pour moi, c'est bon. Tout est clair. On se retrouve juste dans 2 jours, si l'événement vous a plu. Super. Merci Clara. Merci à tous. Et puis à la prochaine. Bye bye. Merci. Merci, bonne soirée.